Chapitre 1. Les fondations se fissurent. Michael Garrett avait bâti sa vie comme les autoroutes entretenues par son entreprise de transport. Solide, fiable, avec de multiples itinéraires vers chaque destination. À 42 ans, il était propriétaire de Garrett Logistics, une entreprise de transport de taille moyenne qui transportait tout, des fournitures médicales aux matériaux de construction, à travers 3 États. Ses mains calleuses et son visage buriné racontaient l'histoire d'un homme qui avait commencé avec un seul camion et un rêve, travaillant 18 heures par jour jusqu'à pouvoir s'offrir un deuxième véhicule, puis un troisième. La maison de Maple Street reflétait sa réussite, une maison coloniale à 2 étages avec une pelouse impeccable, que sa femme, Linda, tenait absolument à garder. Linda, 38 ans, était directrice de cabinet dentaire lorsqu'ils se sont rencontrés 15 ans plus tôt. Elle était alors charmante avec ses cheveux auburn et son rire facile, même si Michael remarqua que ce rire s'était affiné au fil des ans, surtout lorsqu'il s'agissait de parler d'argent ou des projets d'études de leur fille Amy. Amy, leur fille de 17 ans, avait hérité des traits anguleux et de la langue bien pendue de sa mère. Autrefois petite fille à son père, elle était la seule à conduire ses gros camions pendant les vacances d'été. Elle s'était transformée en une inconnue qui levait les yeux au ciel à ses histoires d'ouvriers et lui demandait quand il passerait à quelque chose de plus respectable que le camionnage. L'accident s'est produit un mardi matin d'octobre. Michael inspectait une cargaison retardée à l'entrepôt lorsqu'un conducteur ivre a grillé un feu rouge et a percuté son pick-up. L'impact l'a projeté à travers le pare-brise, lui laissant 3 côtes cassées, une clavicule fracturée, une hémorragie interne et une commotion cérébrale qui l'a laissé inconscient pendant 2 jours. À son réveil à l'hôpital Général Mercy, la première chose qu'il a remarquée a été la chaise vide à côté de son lit. La seconde, le silence de son téléphone. Linda n'était pas venue, n'avait pas appelé l'hôpital directement. C'est son frère Tony qui l'avait trouvé, arrivé à l'hôpital après l'appel du contremaître de Michael, le patron ne s'étant pas présenté au travail. « Où est Linda ?» demanda Michael, entre analgésique et bandage. Le visage de Tony se crispa. Elle avait dit qu'elle passerait plus tard. Elle était occupée, mais plus tard n'est jamais venue. Les jours passaient dans un brouillard d'infirmières vérifiant les constantes, de médecins expliquant les délais de guérison, et de la prise de conscience progressive que sa famille avait tout simplement disparu. Les papiers d'assurance s'accumulaient, les factures arrivaient, et toujours rien. Michael n'était pas homme à supplier ou à supplier. 25 ans de gestion d'entreprise lui avaient appris à décrypter les gens, à repérer les mensonges et les demi-vérités. Lorsque Linda a finalement répondu à ses appels le 4e jour, sa voix portait quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Soulagement. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Soulagement. Comment te sens-tu ? demanda-t-elle, mais la question semblait répétée. Quand viens-tu me voir ? Un silence. L'hôpital est tellement déprimant, Michael. Et Amy a cet entretien d'embauche la semaine prochaine. Je suis occupé à la préparer. Je suis là depuis 4 jours, Linda. Eh bien, tu reçois de bons soins. C'est à ça que sert l'assurance, non ? La conversation dura encore 3 minutes. Elle s'enquit de son pronostic, parut ravie lorsqu'il mentionna qu'il resterait là pendant des semaines, et raccrocha brusquement lorsqu'une infirmière entra dans sa chambre. Michael fixa le téléphone, une certitude froide s'installant dans sa poitrine comme les plaques d'acier qui maintenaient ses côtes ensemble. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Il avait survécu parce qu'il était attentif aux détails. Quel conducteur buvait ? Quel client payait en retard ? Quels itinéraires comportaient les intersections les plus dangereuses ? Ce même instinct hurlait maintenant des avertissements. Le soulagement de Linda. L'absence totale d'Amy. La façon dont Tony refusait de le regarder dans les yeux lorsqu'il parlait de la maison. Cette nuit-là, incapable de dormir malgré la morphine, Michael repensa à leurs derniers mois ensemble. Le nouvel intérêt de Linda pour son apparence. Son enthousiasme soudain pour les soirées entre filles avec des collègues qu'il n'avait jamais rencontrés. La façon dont elle avait commencé à passer protégeait son téléphone. Les disputes d'argent qui semblaient destinées à le repousser plutôt qu'à résoudre quoi que ce soit. À l'aube, Michael était arrivé à une conclusion qui lui avait semblé comme avaler du verre brisé. Sa femme avait une liaison. Pire encore, elle profitait de son hospitalisation pour être avec quelqu'un d'autre. Peut-être même pour planifier sa rupture, alors qu'il gisait brisé et impuissant. Mais Michael Garrett n'avait pas bâti une entreprise prospère en acceptant la défaite. Il l'avait bâtie en travaillant plus dur, en réfléchissant plus que lui et, si nécessaire, en détruisant ses concurrents.
Tandis qu'il regardait le soleil se lever par la fenêtre de l'hôpital, une nouvelle douleur s'installa dans sa poitrine. Une douleur qui n'avait rien à voir avec des os brisés, mais tout à voir avec une confiance brisée. Il prit son téléphone et appela Tony. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, » dit Michael lorsque son frère répondit. « Et j'ai besoin que tu le fasses sans poser de questions. » Chapitre 2. La vérité brûle. L'appel arriva le 8e jour de son hospitalisation. Michael s'y attendait, s'y était préparé, mais les mots le frappèrent comme un coup de poing. « Tu ne mérites pas le prix du parking. » La voix de Linda grésilla dans le téléphone de l'hôpital, aiguë, imprégnée d'une colère qui semblait davantage liée à la gêne qu'à l'inquiétude. « Guéris vite ou meurs tout simplement. » Avant qu'il puisse répondre, il entendit la voix d'Annie en arrière-plan, puis plus près, tandis qu'elle prenait apparemment le téléphone. « De toute façon, on n'est plus heureux sans toi. » La ligne fut coupée. Michael reposa prudemment le téléphone, les mains étonnamment fermes. Une infirmière entra précipitamment pour examiner ses 4 enfants, racontant l'amélioration de ses analyses sanguines, mais ses paroles semblaient provenir de l'eau. 20 ans de mariage, 17 ans de paternité, réduit à un ticket de parking. La morphine ne pouvait apaiser ce genre de douleur. 20 minutes plus tard, Tony arriva avec une enveloppe Kraft et une expression mêlant fureur et pitié. Le jeune frère de Michael avait toujours été le plus émotif, prompt à la colère et prompt au pardon. Aujourd'hui, il semblait vouloir brûler quelque chose. « Tu es sûr de vouloir voir ça ?» demanda Tony, lourdement assis sur sa chaise de chevet. « Montre-moi. » Les photos racontaient l'histoire que Michael avait déjà écrite. Linda entrant dans un immeuble du centre-ville. Linda quittant le même immeuble le lendemain matin, portant les vêtements de la veille. Linda embrassant un homme sur le parking. Un homme grand et mince, aux cheveux impeccables et aux vêtements de luxe, qui semblait n'avoir jamais travaillé de ses mains. « Il s'appelle Derek Morrison », dit Tony doucement. « Il travaille dans une agence de marketing en centre-ville. Il conduit une BMW, loue un appartement chic à Riverside Common. Jamais marié, pas d'enfant. » Michael étudiait les photos avec la même attention analytique qu'autrefois pour les schémas de circulation et les horaires de livraison. « Depuis combien de temps ? » ? « Du mieux que je sache. Environ 6 mois, peut-être plus. » La chronologie collait. Le nouvel abonnement de Linda à la salle de sport. Ses plaintes concernant son sentiment d'être coincée en banlieue. Son intérêt soudain pour les restaurants et les galeries d'art du centre-ville, des endroits qu'elle avait toujours méprisés et jugés prétentieux. « Il y a plus », dit Tony en sortant son téléphone. « J'ai installé l'application de suivi sur le GPS de ton camion que tu m'as demandé. Je voulais voir où elle allait pendant ton séjour ici. » L'écran affichait une carte avec des lignes colorées indiquant les itinéraires et les arrêts. Le camion de Michael, celui que Linda conduisait depuis que sa berline était au garage, faisait des allers-retours quotidiens à Riverside. Mais les autres endroits étaient plus accablants, une bijouterie, une agence immobilière et, plus récemment, un cabinet d'avocats spécialisé en divorce. « Elle a rencontré Laurence et associé hier », a dit Tony. « Ils y ont passé 2 heures. » Michael a rendu le téléphone. Laurence et associés étaient spécialisés dans les divorces impliquant des actifs importants, en particulier ceux où ils aidaient leurs clients à dissimuler de l'argent à leurs conjoints. Il avait transporté des matériaux pour les projets de construction d'un de leurs clients il y a des années, et se souvenait que l'associé se vantait de ses approches créatives en matière de partage des biens. Elle compte tout prendre. Michael a dit que ce n'était pas une question. On dirait bien. Et Mike, il y a autre chose. J'ai fait quelques recherches sur ce Derek. Il a des dettes de jeu. Des sommes colossales. Il paraît qu'il doit beaucoup d'argent à des gens qui n'acceptent pas les échéanciers de paiement. Le tableau s'est cristallisé. Linda ne trichait pas seulement. Elle était exploitée. Dorerick avait besoin d'argent et l'entreprise prospère de Michael semblait être une solution. Un divorce donnerait à Linda la moitié de tout, qu'elle pourrait ensuite partager avec son amant pour rembourser ses dettes. Peut-être même avait-il même espéré que Michael ne survivrait pas à l'accident, faisant de Linda une riche veuve au lieu d'un simple divorce. « Dis donc, la carte grise du camion, » dit soudain Michael. « Elle est à nos 2 noms, non ? » « Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire que Tony s'est arrêté à l'aube compréhensive ? » « Oh, elle conduit mon camion pour rejoindre son amant. Ça la rend coupable d'utilisation non autorisée d'un véhicule puisqu'elle n'est pas assurée en tant que conductrice principale et qu'elle l'utilise pour des activités extérieures à notre mariage.
Mike, tu n'as pas les idées claires. Les analgésiques. Je n'ai plus les idées claires depuis des mois. Michael se redressa dans son lit, ignorant le feu qui lui brûlait les côtes. 20 ans que j'ai bâti cette entreprise. 20 ans que j'ai subvenu à leurs besoins, que je les ai protégés, que je me suis assuré qu'ils ne manquent de rien. Et dès que je ne peux plus travailler, dès que je suis vulnérable, voilà ce qu'ils font. Tony se pencha en avant. Qu'est-ce que tu prépares? Michael resta silencieux un long moment, repensant aux parties d'échecs avec son père, qui lui avait appris que les meilleurs coups étaient ceux que l'adversaire n'avait jamais vus venir. Je compte leur rappeler que je ne suis pas arrivé là où je suis en étant gentil. J'y suis arrivé en étant plus intelligent, plus coriace et plus impitoyable que la concurrence. Et Linda, Amy, ils ont fait leur choix. La voix de Michael portait la finalité d'un juge prononçant une sentence. Ils ont choisi de me trahir alors que j'étais impuissant. Ils ont choisi de se moquer de mon état pour célébrer mon absence. Ils ont choisi de me voler alors que je saignais dans un lit d'hôpital. Il regarda à nouveau les photos, puis son frère. J'ai besoin que vous passiez des appels. Commencez par Jerry Morrison au cargo. Dites-lui que j'aurai besoin de ses services au noir. Ensuite, appelez Maria Santos à l'agence de détective. Je veux tout savoir sur Derek Morrison. Ses dettes, ses habitudes, ses faiblesses, tout. Mike, tu ne peux pas. Je ne peux pas. Je le ferai. Le regard de Michael portait le calcul froid qu'il avait aidé à surenchérir sur les grandes entreprises et à survivre aux crises économiques. Ils veulent ma mort. Ils pensent que je vaux moins qu'un ticket de parking. Ils sont sur le point de découvrir exactement ce que je vaux. Et surtout, ils sont sur le point d'apprendre ce que ça coûte de me trahir. De l'autre côté de sa fenêtre, le ciel d'octobre était gris et menaçait de pleuvoir. Michael sourit pour la première fois depuis l'accident. La saison des tempêtes approchait. Chapitre 3. L'ascension du Phénix. 3 semaines après l'appel téléphonique qui bouleversa son monde, Michael Garrett sortit de l'hôpital général de Mercy un mardi matin. Ne portant rien d'autre qu'un petit sac d'effets personnels et une feuille de sortie, il jeta aussitôt à la poubelle. Les médecins voulaient qu'il reste une semaine de plus, mais Michael avait insisté sur le fait qu'il était prêt. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que sa guérison avait dépassé le stade physique. Il n'appela pas de taxi ni ne demanda à Tony de le raccompagner. Au lieu de cela, il marcha six pâtés de maison jusqu'à une agence de location de voitures budget et paya comptant une berline générique au nom de sa société. Une transaction parfaitement légale, plus difficile à retracer qu'une location personnelle. 25 ans à la tête d'une entreprise de logistique lui avait appris l'importance de se déplacer discrètement en cas de besoin. La maison de Maple Street avait exactement la même apparence de l'extérieur, mais Michael sentit la différence en s'engageant dans l'allée. La voiture de Linda avait disparu, probablement chez Derrick, d'après les rapports de surveillance que Tony lui avait transmis. Amy devait être à l'école, même si des rapports récents suggéraient qu'elle avait séché les cours pour passer du temps avec un étudiant du collège communautaire. Michael entra par la porte d'entrée avec des clés que Linda n'avait pas pensé à changer. Pourquoi l'aurait-elle fait? À sa connaissance, il était toujours alité. Et impuissant, probablement inconscient de sa trahison. La maison avait une odeur différente, une eau de Cologne inconnue mêlée à des cigarettes, des odeurs qui n'avaient jamais été présentes auparavant. Dans le salon, il trouva des traces de la présence de Derek partout. Des bouteilles de vin de luxe, une veste de créateur drapée sur le fauteuil préféré de Michael, et même un chargeur de téléphone de rechange branché. Il n'essayait même plus de le cacher. Plus révélateur encore était ce qui manquait. Les photos encadrées de Michael accrochées à la cheminée, ses livres, ses lunettes de lecture. Quelqu'un l'avait systématiquement effacé de sa propre maison. Il monta l'escalier jusqu'à leur chambre, chaque marche lui envoyant des rappels à travers ses côtes en voie de guérison. La chambre principale racontait une histoire encore plus claire. Le lit était défait par les draps que Linda avait achetés récemment. Michael reconnut la parure en coton égyptien qu'elle admirait chez Macy's. Son côté du placard avait été vidé, ses vêtements visiblement rangés quelque part. Sur ce qui avait été sa table de nuit se trouvait la montre de Derrick, son portefeuille et un petit coffret à bijoux en velours. Michael ouvrit le coffret. À l'intérieur se trouvait une bague de fiançailles en diamant. Chère, clinquante, rien à voir avec la simple alliance en or qu'il avait offerte à Linda 20 ans plus tôt. Une bague destinée à une demande en mariage qui interviendrait après la signature des papiers du divorce et le partage des biens. Il empocha la bague.
le siège social révéla les preuves les plus accablantes. Linda avait visiblement épluché ses dossiers professionnels, fournissant probablement à Derek des informations sur ses actifs, ses comptes et ses biens immobiliers. Des photocopies de déclarations de revenus et de contrats commerciaux étaient éparpillées sur le bureau, accompagnées de notes manuscrites soigneusement rédigées par Linda. Entrepôt, 2,3 millions de dollars. Solde des comptes professionnels, valeur du parc de camions. Mais Linda avait commis une erreur cruciale. Elle s'était concentrée sur les actifs évidents, la propriété, les véhicules, les principaux comptes professionnels. Elle avait manqué la complexité de la structure de l'empire de Michael, les holdings, les comptes offshore, les biens détenus au nom de sociétés, les investissements réalisés via des sociétés écrans. Elle voyait la surface et pensait comprendre les profondeurs. Michael passa 1 heure à téléphoner depuis son bureau, parlant discrètement à des comptables, des avocats et des partenaires commerciaux. Lorsqu'il eut terminé, plusieurs changements cruciaux avaient été opérés. Les actifs commerciaux avaient été transférés d'une société à une autre. Les bénéficiaires des assurances avaient été mis à jour et les autorisations d'accès aux comptes modifiées. Tout était légal, tout était documenté, tout était conçu pour protéger ce qu'il avait construit de ceux qui voulaient le voler. Le dernier appel fut adressé à son vieil ami Marcus, propriétaire d'une entreprise de construction et redevable à Michael de nombreuses faveurs depuis des années. « J'ai besoin d'une équipe de déménageurs », dit Michael. « Aujourd'hui, et Marcus, il faut que ce soit rapide et discret. » Quand Amy revint de l'école, la maison était vide. Pas seulement des affaires de Michael, mais de tout ce qui avait de la valeur. Meubles, électroménagers, appareils électroniques, bijoux, œuvres d'art, et même le vin hors de prix que Derek avait laissé derrière lui. Les déménageurs avaient été professionnels et minutieux, ne laissant que les équipements de base et les vêtements personnels de Linda. Le cri d'Amy pouvait probablement être entendu à 3 maisons de distance. Michael observait depuis sa voiture de location garée au bout de la rue sa fille courir à travers les pièces vides, son téléphone collé à l'oreille, appelant sans doute sa mère. 20 minutes plus tard, la voiture de Linda s'engagea dans l'allée en crissant, suivie de la BMW de Derek. À travers ses jumelles, Michael vit Linda entrer en courant dans la maison, puis en ressortir quelques instants plus tard. Son visage se tordit de rage et de panique. Elle hurlait sur Derek, qui secouait la tête et pointait son téléphone, essayant probablement d'appeler la police, des avocats, quiconque pourrait l'aider. Mais ce que Michael avait fait n'avait rien d'illégal. Il avait déménagé ses propres affaires de chez lui en faisant appel à sa propre entreprise de déménagement. Les meubles qu'ils avaient achetés ensemble appartenaient techniquement à leur conjoint, lui-même contrôlé par le principal soutien de famille. Les objets de valeur que Derek avait apportés avaient tout simplement disparu. Probablement des dommages collatéraux du déménagement. Le cri de Linda l'atteignit, même à travers les vitres fermées de la voiture. Oh là là, il avait tout pris, même le chien. Rex, leur golden retriever, avait bel et bien disparu. Sauvé des mains de ceux qui avaient prévu de l'abandonner lorsqu'ils avaient emménagé avec Derek. Le chien était actuellement chez Tony, savourant probablement son premier vrai repas depuis des semaines, vu sa maigreur apparente. Michael démarra la voiture et s'éloigna, les laissant découvrir le reste de sa surprise. Les services publics seraient coupés demain. Les comptes étaient à son nom et à son crédit professionnel. Les paiements hypothécaires cesseraient. C'était aussi sa responsabilité. Linda découvrirait qu'il avait déjà entamé une procédure de saisie par l'intermédiaire de son avocat. Plus important encore, elle comprendrait bientôt que les comptes joints qu'elle comptait réclamer étaient désormais vides, leur contenu transféré légalement sur des comptes professionnels auxquels elle ne pouvait pas accéder. Son téléphone vibra, le premier d'une série d'appels et de SMS furieux. Il l'éteignit et se dirigea vers l'hôtel de long séjour où il avait loué une suite pour le mois suivant. Linda et Derek pourraient hurler dans une maison vide. Ils pourraient appeler des avocats qui leur expliqueraient que Michael n'avait commis aucun crime. Ils pourraient affronter la réalité, leur victime était loin d'être impuissante. Sur le parking de l'hôtel, Michael s'autorisa un sourire. La première phase était terminée. Linda et Derek avaient perdu leur nid douillet et leur cible facile. Maintenant, le plus dur arrivait, leur apprendre que la trahison avait un prix qui ne se calculait pas en frais de stationnement. Demain, il entamerait la deuxième phase. Chapitre 4. La toile du chasseur. La détective privée, Maria Santos, avait déjà travaillé avec Michael, traquant des clients mauvais payeurs et enquêtant sur des fraudes à l'assurance pour son entreprise de transport. C'était une femme petite et féroce, retraitée de la police après 15 ans,
et qui n'avait aucune patience pour les gens qui se croyaient plus intelligents qu'ils ne l'étaient en réalité. Le petit ami de votre femme est un idiot, dit-elle en étalant des photos sur la table du fond du Donies dîner. Il pense jouer à des jeux sophistiqués, mais il laisse une trace qu'un aveugle pourrait suivre. Michael étudiait les photos de surveillance tout en sirotant un café noir. Derek Morrison a une partie de poker dans l'arrière-salle du bar d'Ali. Derek rencontrant un homme qui semblait capable de soulever une voiture au développé couché. Derek consultant nerveusement son téléphone devant un bureau de prêt sur salaire. Les dettes de jeu sont pires qu'on ne le pensait, continua Maria. Il doit environ 60 000 $ à Mickey Torino. Et Mickey n'est pas réputé pour sa patience. Il paraît que Dererick promet un gros salaire bientôt. Quelque chose à propos d'un accord commercial qui résoudrait tous ces problèmes. Ma femme, le règlement du divorce de votre future ex-femme. Oui. Mais c'est là que ça devient intéressant. Maria a sorti une autre photo. Celle-ci montre Derek et Linda dans un restaurant chic. Elle n'est pas au courant des dettes. Il lui dit qu'il est une sorte de directeur marketing à succès. Mais la vérité, c'est qu'il a été licencié il y a 3 mois pour avoir volé l'argent de clients. Depuis, il vit de cartes de crédit et d'arnaques. Michael a ressenti une satisfaction froide. Elle a choisi un perdant. Ça s'améliore. J'ai fouillé dans leur communication. Maria lui a tendu une tablette avec des captures d'écran de SMS. Votre femme lui envoie des informations sur vos actifs professionnels, mais elle parle aussi de projets post-divorce. Apparemment, ils veulent déménager en Floride et monter une sorte d'hôtel-boutique. Les SMS étaient accablants. Linda décrit les propriétés de Michael, ses comptes professionnels, et spécule même sur les indemnités d'assurance-vie. Dererick répond en lui insistant de plus en plus pour qu'elle accélère la procédure de divorce. Les plaintes de Linda concernant la résistance d'Amy au divorce et ses insinuations selon lesquelles leur fille était aussi inutile que son père étaient les plus révélatrices. Il y a autre chose, dit Maria d'une voix basse. Dererick a posé des questions sur les accidents, notamment sur la façon de les rendre plus permanents. Michael leva brusquement les yeux. Il projette de me tuer. Je ne peux pas le prouver, mais il a posé des questions sur ta convalescence, ton emploi du temps à l'hôpital, ton quotidien, et il a fréquenté des gens violents. Le genre de personnes qui résolvent les problèmes par la violence plutôt que par des avocats. Cette révélation a changé quelque chose de fondamental dans l'esprit de Michael. Il ne s'agissait plus seulement d'adultère et de cupidité. Ils étaient passés de la trahison à de véritables menaces contre sa vie. Linda ne préparait peut-être pas activement un meurtre, mais elle avait choisi un partenaire qui y réfléchissait, et elle lui avait fourni les informations nécessaires pour y parvenir. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez me trouver sur les associés de Dererick, dit Michael. Nom, adresse, casier judiciaire, dettes, membres de la famille, tout. Vous planifiez quelque chose de précis? Michael resta silencieux un instant, réfléchissant à la différence entre concurrence commerciale et guerre. Derek Morrison veut jouer avec les tueurs et les criminels. Je vais lui donner exactement ce qu'il demande. La semaine suivante, Michael élabora un plan qui aurait impressionné les coordinateurs logistiques qu'il employait pour transporter du fret à travers le pays. Cela exigeait un timing précis, une coordination minutieuse et l'efficacité impitoyable qui avait bâti son empire commercial. La première phase concernait les dettes de jeu de Dererick. Michael s'arrangea pour racheter ses dettes à Mickey Torino à un prix substantiel, en utilisant l'une de ses sociétés écrans pour masquer la transaction. Soudain, Dererick devait de l'argent à des personnes liées à Michael plutôt qu'à Mickey, bien que Dererick ne l'apprenne que bien plus tard. La deuxième phase ciblait les associations criminelles de Dererick. Maria avait identifié 3 hommes avec lesquels Dererick avait discuté d'arrangements d'accident. Tous 3 avaient des mandats d'arrêt en cours, des dettes impayées ou des violations de liberté conditionnelles que les contacts de Michael en matière de sécurité pouvaient facilement révéler aux autorités compétentes. En quelques jours, les assassins potentiels de Dererick furent arrêtés ou trop occupés à fuir leurs propres problèmes pour l'aider. La troisième phase fut plus personnelle. Michael s'était toujours enorgueilli de connaître ses concurrents, de comprendre leurs faiblesses et de les exploiter sans pitié. Le plus grand défaut de Dererick n'était ni ses dettes ni sa stupidité criminelle. C'était sa vanité. Il se croyait sincèrement plus intelligent que tous ceux qui l'entouraient, y compris le camionneur idiot dont il volait la femme. Michael décida de lui prouver le contraire. Il organisa une opportunité commerciale pour Dererick, un contrat de conseil avec une compagnie maritime qui avait besoin d'aide en marketing.
L'entreprise était réelle, le contrat était légitime, et le salaire était exactement ce dont Derrick avait besoin pour rembourser ses dettes. Une seule condition, Derek devrait gérer personnellement une partie de la logistique marketing, en visitant divers entrepôts et gares de marchandises pour comprendre l'entreprise. Derrick mordit à l'hameçon avec enthousiasme, y voyant la preuve de son intelligence supérieure et de son sens des affaires. Il n'avait aucun moyen de savoir que chaque entrepôt, chaque gare de marchandises et chaque contact commercial avec lequel il collaborerait appartenait à Michael ou lui devait des faveurs. À la fin de la semaine, Derek Morrison s'était, sans le savoir, placé entièrement sous le contrôle de Michael Garrett. Ses dettes étaient détenues par les associés de Michael. Ses contacts criminels avaient été neutralisés, et son nouveau travail l'obligeait à pénétrer quotidiennement sur le territoire de Michael. Linda, quant à elle, avait découvert que la procédure de divorce allait être bien plus compliquée qu'elle ne l'avait prévu. Les actifs commerciaux sur lesquels elle comptait étaient immobilisés dans des structures d'entreprise qu'elle ne comprenait pas. La maison était saisie. Les comptes joints étaient vides. Ses propres comptes bancaires avaient été gelés, dans l'attente d'une enquête pour usage non autorisé de véhicules. Apparemment, utiliser le camion d'autrui pour mener une liaison pouvait être considéré comme un vol de service. En examinant le déroulement de la semaine depuis sa chambre d'hôtel, Michael éprouvait la satisfaction d'un joueur d'échecs qui a parfaitement placé ses pièces. Derrick et Linda l'avaient trahi en le croyant impuissant. Il s'était moqué de son état, avait sous-estimé sa valeur et avait prévu de tirer profit de son malheur. Maintenant, ils allaient apprendre la différence entre être battus et être détruits. Chapitre 5. Les sources du piège. Derek Morrison arriva au complexe industriel de Riverside par un lundi matin gris, vêtu de son plus beau costume et portant une mallette en cuir qui lui avait coûté sa dernière limite de carte de crédit. La compagnie maritime avait demandé une visite de ses installations, et Derrick y vit l'occasion de prouver sa valeur en tant que consultant en marketing. Ce qu'il ne vit pas, ce furent les 3 hommes qui l'observaient depuis la fenêtre du bureau au-dessus du quai de chargement. Pleinement à l'heure, dit Michael en ajustant ses jumelles. La ponctualité n'avait jamais été son fort auparavant, mais le désespoir rend les gens fiables. Tony secoua la tête. Je pense toujours que c'est allé trop loin, Mike. Ce type est un mais rien. La voix de Michael portait la finalité que ses employés savaient que la discussion était close. Il s'est renseigné sur la possibilité de rendre mon accident permanent. Il a prévu de voler tout ce pour quoi j'ai travaillé, et il utilise ma propre femme pour y parvenir. Le 3e homme dans la pièce, Jerry Morrison, sans aucun lien de parenté avec Derek, malgré son nom, dirigeait la sécurité de la gare de marchandises et devait de l'argent à Michael pour avoir sorti son fils d'une accusation de trafic de drogue des années auparavant. Les agents de recouvrement seront là dans 20 minutes, dit Jerry. Tu es sûr qu'il restera assez longtemps? Il restera. Derrick pense qu'il est sur le point de régler tous ses problèmes d'un seul coup. Il ne va nulle part. Michael observa à travers les jumelles Derrick être accueilli par le directeur des installations et lui faire visiter l'entrepôt. Le directeur, l'un des employés les plus fiables de Michael, allait occuper Derek pendant exactement 15 minutes, juste le temps que la phase suivante commence. En contrebas, sur le parking, 2 hommes costauds en costume coûteux sortirent d'une Cadillac noire. Michael les reconnut comme des associés de la société qui avait racheté les dettes de jeu de Derrick. Ce que Derek ignorait, c'est que le rachat de dettes comportait une clause permettant aux nouveaux propriétaires de rembourser la totalité du montant à tout moment, sans possibilité de paiement échelonné. Le téléphone de Michael vibra, un SMS de Linda lui parvint. Il faut qu'on parle. C'est allé trop loin. Il l'ignora. Au cours de la semaine précédente, Linda avait envoyé des dizaines de messages, allant des demandes furieuses aux prières larmoyantes. Elle découvrit que le divorce ne serait pas la manne financière qu'elle escomptait. Son avocat lui avait expliqué que les actifs commerciaux protégés par les structures corporatives étaient difficiles à partager. La maison qu'elle comptait garder était saisie. Même ses comptes personnels étaient gelés, en attendant la résolution de divers problèmes juridiques. Plus important encore, elle avait compris que Derek n'était pas l'homme d'affaires prospère qu'il prétendait être. Son chômage, ses dettes et ses mensonges avaient éclaté au grand jour à mesure que leur situation se détériorait. L'homme pour lequel elle avait trahi son mariage était pire qu'inutile. C'était un handicap. Les cibles bougent, annonça Jerry. À travers les jumelles, Michael regarda Derrick sortir de l'entrepôt, l'air satisfait. Le responsable de l'établissement lui serra la main et désigna le parking,
suggérant probablement à Dororik d'aller déjeuner avant leur réunion de l'après-midi. Dororik se dirigea d'un pas pimpant vers sa BMW, persuadé d'être maître de son destin. Les agents de recouvrement l'interceptèrent à mi-chemin. Michael n'entendait pas la conversation de son point de vue, mais le langage corporel de Dororik en disait long. La confiance se transforma en confusion, puis en choc, puis en panique. Tandis que l'homme expliquait sa nouvelle réalité financière, les dettes qu'il gérait avec des paiements minimums et des promesses étaient désormais dues en totalité, 63 000 $ pour être exact, avec intérêts et frais. Les gestes de Dororik devinrent de plus en plus frénétiques. Il désigna sa voiture, la proposant apparemment en garantie, mais les hommes secouèrent la tête. La BMW était louée, et non possédée, et sa valeur ne couvrirait même pas les intérêts de ses dettes. L'un des agents de recouvrement montra à Derek quelque chose sur son téléphone, probablement des photos de ce qui arrivait aux personnes en défaut de paiement. Phase 2, dit Michael en composant rapidement un numéro. De l'autre côté du parking, le téléphone de Dororik sonna. Michael le regarda répondre avec frénésie, espérant probablement que ce soit Linda qui lui apporte des nouvelles du divorce ou une autre solution. En fait, c'était la société de leasing de sa BMW qui l'appelait pour l'informer que son bail avait été résilié pour non-paiement et qu'elle reprenait le véhicule immédiatement. Une dépanneuse était déjà en route. Les genoux de Dororik cédèrent. Et maintenant, place au grand final, murmura Michael en passant un dernier appel. Cette fois, le téléphone de Dororik affichait un numéro qu'il ne connaissait pas. Mais lorsqu'il décrocha, il entendit la voix de Linda, en pleurs, paniquée, désespérée. « Derek, ils m'ont arrêté. Ils disent que j'ai volé de l'argent sur le compte professionnel, mais je ne faisais que payer des factures, comme d'habitude. J'ai besoin que tu viennes me tirer d'affaire. J'ai besoin. » L'appel s'interrompit brusquement, laissant Derek les yeux rivés sur son téléphone sur le parking d'une gare de marchandises, entouré d'agents de recouvrement, attendant qu'une dépanneuse vienne lui voler sa voiture. Ce que Dororik ignorait, c'est que Linda n'avait pas été arrêtée. Elle avait été condamnée au civil pour détournement de fonds, une accusation qui bloquait ses biens, mais n'entraînerait pas de prison. L'appel téléphonique larmoyant était un enregistrement réalisé à partir d'échantillons vocaux de ses nombreux messages vocaux larmoyants adressés à Michael au cours de la semaine précédente. Michael regardait Derek s'affaler sur le capot de sa BMW, bientôt possédée, la tête entre les mains. Un brillant responsable marketing avait été réduit à l'état d'homme brisé en quelques minutes, et il ignorait toujours qui orchestrait sa destruction. « C'est insensé, Mike, dit Tony doucement. « Il voulait me tuer, répondit Michael en baissant les jumelles. Il a convaincu ma femme de me trahir, de se moquer de mes blessures et de me voler l'œuvre de toute une vie. Et comme si cela ne suffisait pas, il a commencé à planifier ma disparition définitive. » Il se tourna vers son frère. Cole n'est pas assez précis pour décrire ce qu'il mérite. En contrebas, sur le parking, la dépanneuse arriva. Dororik a tenté de discuter avec le conducteur, mais la reprise de possession était un processus juridique qui ne nécessitait pas le consentement du propriétaire. En quelques minutes, sa BMW était connectée et s'éloignait, laissant Derek bloqué avec sa mallette et ses dettes écrasantes. Les agents de recouvrement lui ont remis une carte de visite et sont retournés à leur Cadillac. Dororik a lu la carte, notant probablement le numéro de téléphone qu'il devrait appeler pour organiser le paiement. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que le nombre le connecterait directement à l'un des associés commerciaux de Michael, qui serait très intéressé à discuter de la situation de la dette de Derek. Le téléphone de Michael a bourdonné un autre texte de Linda. Dororik ne répond pas à son téléphone. Quelque chose ne va pas. S'il vous plaît, nous devons parler. Cette fois, Michael a répondu, votre petit ami apprend les conséquences. Vous êtes le prochain. Il s'est détourné de la fenêtre, satisfait du travail de la journée. Derek Morrison avait été neutralisé comme une menace et réduit au criminel pathétique qu'il avait toujours été. Linda était seule, cassée et commençait à comprendre la portée de ses erreurs de calcul. Mais Michael n'a pas fini. Les collectionneurs de dettes et les voitures reprochées n'étaient que les mouvements d'ouverture dans un match beaucoup plus grand. Dororik et Linda avaient déclaré la guerre à lui quand ils pensaient qu'il était impuissant. Maintenant, ils allaient apprendre ce qui s'était passé lorsque vous êtes allé en guerre avec quelqu'un qui savait réellement se battre. Chapitre 6. La chute de Domino. Linda Garrett s'est assise dans le parking de Mercy General Hospital. Ses mains tremblant en agrippant le volant de sa berline de 10 ans.
Le seul véhicule qu'elle avait quitté après que la BMW de Drerick ait été repris et le camion de Michael a été récupéré par l'entreprise. Elle attendait depuis 3 heures, espérant attraper Michael lors de son rendez-vous de suivi, mais la réceptionniste avait confirmé qu'il n'en avait jamais prévu un. Bien sûr, il ne l'a pas fait, murmura-t-elle. Michael avait toujours été plus difficile que les médecins ne lui en avaient le mérite, et il avait clairement récupéré suffisamment pour orchestrer la destruction systématique de sa vie. Son téléphone a sonné. Le numéro de Derek enfin. Où étiez-vous? Elle a cassé avant qu'il ne puisse parler. J'ai appelé depuis des heures. La banque a gelé mes comptes. L'avocat dit que le divorce est bloqué. Et Linda, la voix de Derek était creux, vaincue. Nous devons rencontrer. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Des vêtements chers ridés et ses cheveux généralement parfaits ébouriffés. J'ai perdu mon emploi, a-t-il dit sans préambule. Il y a 3 mois, j'ai menti sur tout. Linda le regarda. Que voulez-vous dire tout? La société de marketing m'a licencié pour avoir volé des fonds clients. La BMW a été louée et ils l'ont repris hier. Les appartements sont expulsés la semaine prochaine parce que je ne peux pas faire de loyer. Les mains de Derek tremblaient en atteignant son café. Et les dettes de jeu, ce ne sont pas ce que je vous ai dit. Combien devez-vous? 63 000 plus d'intérêts. Et les gens à qui je dois ne sont pas du genre à accepter les plans de paiement. Linda sentit le monde incliner. L'homme d'affaires prospère pour laquelle elle a détruit son mariage était une fraude, un criminel, un perdant qui l'utilisait pour de l'argent à laquelle elle n'avait pas réellement accès. Vous avez dit que vous aviez réussi. Vous avez dit que nous aurions assez d'argent après le divorce pour commencer notre nouvelle vie. Je pensais que votre mari n'était qu'un camionneur avec des actifs. Je ne savais pas qu'il était en fait riche ou qu'il avait tout structuré pour le protéger de ce que nous essayions de faire. Vous ne saviez pas que la voix de Linda se levait, dessinant les caches des autres clients. Vous m'avez convaincu de quitter un mariage de 20 ans pour cela. Vous m'avez fait trahir mon mari pendant qu'il était à l'hôpital pour cela. Derek se pencha désespérément en avant. Il y a plus. Les agents de recouvrement, ils m'ont dit quelque chose hier. Ils ont dit que mes dettes avaient été achetées par une entreprise appelée Garrett Holdings. Linda, je pense que votre mari possède mes dettes de jeu maintenant. Le café semblait tourner autour de Linda. Michael ne connaissait pas seulement l'affaire. Il orchestrait activement leur destruction. Chaque catastrophe financière qui les avait frappés au cours de la semaine dernière n'était pas une coïncidence ou une malchance. C'était la guerre. Il planifie cela, a-t-elle chuchoté depuis l'hôpital. Depuis que j'ai dit qu'elle ne pouvait pas terminer la peine, je ne pouvais pas admettre ce qu'elle avait dit à propos des frais de stationnement et souhaitant qu'il mourrait. Cela empire, a poursuivi Derek. L'opportunité commerciale a obtenue la semaine dernière, le contrat de conseil, tout est lié aux entreprises qu'il possède ou contrôle. Il m'a regardé, m'installe, enregistrant probablement tout ce que je fais. Le téléphone de Linda a bourdonné d'un SMS. Le nombre était celui qu'elle ne reconnaissait pas, mais le message lui a fait geler le sang. Rencontrez-moi à la maison. Venez seul. Il est temps de terminer cela. Il veut se rencontrer, a-t-elle dit à Derek, lui montrant le message. N'y allez pas. Cela devient dangereux. Peut-être devrions-nous appeler la police et leur dire quoi? Que mon mari a légalement déplacé ses propres effets personnels de sa propre maison. Qu'il a légalement restructuré ses actifs commerciaux. Qu'il a légalement acheté des dettes de jeu. Linda rit amèrement. Il n'a enfreint aucune loi, Derek. Il est juste mieux que nous. Mais même si elle l'a dit, Linda pensait au Michael qu'elle avait épousé. L'homme calme et méthodique qui avait construit un empire commercial par une planification minutieuse et une efficacité impitoyable. Elle avait confondu sa douceur avec la faiblesse, sa patience envers la stupidité. Maintenant, elle voyait l'acier en dessous, et cela la terrifiait. Derek lui a attrapé le bras. Linda, j'ai besoin de vous dire autre chose. Avant que tout ne commence, j'étais désespéré. Les gens auxquels je devais de l'argent, ils voulaient tout en même temps, et je ne l'avais pas. J'ai donc posé des questions sur d'autres options. Quel genre d'autres options? J'ai demandé à rendre les accidents permanents. De s'assurer que votre mari ne se remettait pas de ses blessures. Linda s'éloigna de lui. Vous aviez l'intention de le tuer. J'avais peur. J'avais besoin d'argent. Et s'il n'avait pas survécu, vous héritiez de tout sans combat de divorce. Cela aurait résolu tous nos problèmes.
Bâtard malade. Linda se leva, s'éloignant de la table. Vous alliez assassiner mon mari pour de l'argent et vous alliez faire de moi un accessoire, mais je n'ai rien fait. Je viens de poser quelques questions. Et de toute façon, les gars à qui j'ai parlé ont été arrêtés avant que tout ne se produise. Linda le regarda, comprenant la naissance. Il sait. Michael sait que vous aviez l'intention de le tuer. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement du divorce et des actifs. Il pense que nous essayons de l'assassiner. Le visage de Derrick s'épale. Que faisons-nous? Linda a regardé son téléphone sur le message exigeant qu'elle vienne à la maison seule. Michael n'avait pas l'intention de discuter de la réconciliation ou de négocier un règlement. Il prévoyait de terminer cela à ses conditions avec la minutieuse qu'il a apportée à chaque affaire. Nous courons. Elle a dit, nous montons dans ma voiture en ce moment et nous nous éloignons aussi loin que possible. Nous recommençons ailleurs et espérons qu'il ne suivra pas. Mais même si elle l'a dit, Linda savait qu'il était trop tard. Michael avait toujours été un homme qui avait fini ce qu'il avait commencé. Il avait passé des semaines à installer des dominos, les regardant se positionner exactement où il les voulait. Maintenant, il était prêt à les regarder tomber, et Linda commençait à comprendre qu'elle et Derrick n'étaient pas seulement des dominos dans son jeu. Ils étaient la cible qu'il visait depuis le début. Chapitre 7. Le calcul arrive. La maison de Maple Street était différente dans le crépuscule de rassemblement, en quelque sorte plus grand et plus imposant que Linda ne s'en souvient. Le panneau floral planté dans la cour avant était nouveau, ainsi qu'un avis de procédure de forclusion qui a fait serrer l'estomac. Il y a 3 semaines, c'était sa maison, son sanctuaire, son symbole du succès de la classe moyenne. Maintenant, c'était comme entrer dans un piège. La voiture de location de Michael était déjà dans l'allée. À travers la grande fenêtre avant, Linda pouvait voir des lumières allumées dans le salon et une silhouette se déplaçant à l'intérieur. Elle s'est assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes en essayant de recueillir du courage qui semblait l'avoir complètement abandonnée. Son téléphone bourdonnait d'un autre message. « Tu es en retard. Ne me faites pas venir là-bas. » Linda prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte d'entrée. Il a été déverrouillé. À l'intérieur, la maison était caverneuse et étrange sans meubles. Ses pas résonnaient sur les planchers de bois franc alors qu'elle se dirigeait vers le salon où Michael était assis dans le seul meuble restant, son ancien fauteuil inclinable en cuir, celui qu'elle l'avait toujours harcelé pour remplacer car il ne correspondait pas au décor. Il avait l'air différent, non seulement plus mince du séjour à l'hôpital, mais plus fort en quelque sorte. Les lignes douces autour de ses yeux avaient été remplacées par quelque chose de plus froid, plus calculant. Il portait un jean foncé et un pull noir, et Linda s'est rendue compte qu'elle ne l'avait jamais vu en noir auparavant. Cela le faisait ressembler à un étranger. « Asseyez-vous, dit-il, faisant un geste vers le sol. « Michael, je m'assois. » Linda s'est baissée sur le plancher de bois franc, se sentant soudain comme un enfant discipliné. La dynamique du pouvoir était indubitable et intentionnelle. « Savez-vous ce que je fais depuis le mois ?» demanda Michael. « Apprendre des choses sur vous, sur Derrick, sur la vie que vous vivez pendant que j'étais à l'hôpital. » Il atteignit à côté de sa chaise et produisait une tablette qu'il était assis sur la petite table entre eux. L'écran a montré des photographies. Linda entrant dans l'appartement de Derrick rencontrant des personnages peu recommandables, des messages textes entre Linda et Derrick discutant des actifs de Michael. 20 ans de mariage, a poursuivi Michael. 20 ans à vous fournir, à vous protéger, à construire quelque chose ensemble, et au moment où je suis vulnérable, au moment où je ne peux pas travailler ou me défendre, vous décidez que je ne vaux pas des frais de stationnement. Michael, j'étais bouleversé. Je ne voulais pas dire que tu ne le pensais pas quand tu as dit que je devrais mourir. Vous ne le pensiez pas quand vous avez dit à notre fille que nous étions plus heureux sans moi. Vous ne le pensiez pas lorsque vous avez donné des informations sur mon petit ami sur mon entreprise afin qu'il puisse vous aider à voler tout ce pour quoi je travaillais. Chaque question a frappé Linda comme un coup physique. Elle ouvrit la bouche pour le nier, pour expliquer, pour justifier ce qu'elle avait fait, mais les mots ne viendraient pas. Voici ce que je pense s'est produit, a déclaré Michael, en faisant défiler les images sur la tablette. Vous vous êtes ennuyé. La vie de banlieue avec un mari blue-collar n'était plus assez excitante. Vous vouliez quelque chose de plus sophistiqué, plus glamour. Derrick vous a offert que des dîners dans des restaurants coûteux, des ouvertures d'art, des conversations sur la culture et le raffinement. À des termes aussi simples, la faisant se sentir pathétique. Mais Derrick n'était pas ce qu'il semblait, n'est-ce pas?
Le gentleman sophistiqué était vraiment un escroc à la recherche d'une partition, et l'amant passionné était vraiment un sociopathe qui a demandé à me faire tuer. Je ne savais pas cette partie, a déclaré Linda rapidement. Je jure que je ne savais pas qu'il planifiait quelque chose comme ça. Mais vous saviez qu'il mentait sur d'autres choses. Vous saviez qu'il vous utilisait et vous vous êtes accompagné parce que vous vouliez ce qu'il avait promis, une vie où vous n'aviez pas à être marié à un camionneur. Michael se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue où il vivait pendant 15 ans. L'ironie est que vous n'avez jamais compris ce que vous aviez réellement. Vous avez vu un homme qui travaillait avec ses mains et supposiez qu'il était simple. Vous avez vu quelqu'un qui conduisait des camions et pensait qu'il était commun. Vous n'avez jamais pris la peine de découvrir l'empire d'affaires que j'avais construit, les gens qui me devaient des favoris, les ressources que je pouvais apporter lorsque quelqu'un a menacé ce qui était le mien. Il se retourna pour lui faire face. Vous m'avez traité comme si j'étais jetable, comme si j'étais un stéréotype blue-collar qui se retournerait et mourrait quand les choses devenaient difficiles. Vous vous êtes moqué de mon état, célébré mon absence et prévu de profiter de mon malheur. Je suis désolé, murmura Linda. Je sais que j'ai fait des erreurs terribles, mais peut-être que nous pouvons surmonter cela. Peut-être que nous pouvons y travailler. Le rire de Michael était froid et sans humour. Linda, tu souhaites ma mort. Vous avez activement travaillé pour voler tout ce que j'ai construit. Vous avez trahi 20 ans de mariage pour un escroc qui voulait me tuer pour de l'argent d'assurance. Que pensez-vous exactement que nous allons travailler? Linda a senti des larmes commençant, mais elle pouvait voir qu'il n'avait aucun effet sur l'expression de Michael. Que voulez-vous de moi? Je veux que vous compreniez ce que vous avez perdu. Il a dit simplement, je veux que vous réalisiez que vos choix ont des conséquences. Et je veux que vous sachiez que l'homme que vous avez rejeté comme sans valeur est celui qui va détruire tout ce que vous pensiez que vous pourriez lui voler. La porte d'entrée s'ouvrit et Dorerick est entré, escorté par deux grands hommes. Linda reconnut à partir des photos de Dorerick en tant que collectionneur de dettes. Dorerick avait l'air encore pire qu'il ne l'avait fait au café. Ses vêtements étaient déchirés, son visage était meurtri et ses mains étaient zippées derrière son dos. Désolé, nous sommes en retard, a déclaré l'un des hommes à Michael. Il a essayé de courir lorsque nous l'avons ramassé. A fait environ 3 blocs. Michael hocha la tête, le mit sur le sol à côté de sa petite amie. Derek a été poussé à côté de Linda, grimaçant alors qu'il frappait le bois dur. Linda, murmura-t-il de toute urgence. Ne croyez pas quoi que ce soit qu'il dit. Il est fou. Il nous a traqués, manipulant tout. Nous pouvons en sortir si nous nous taisons, a déclaré doucement Michael, et Dorerick est immédiatement devenu silencieux. Linda a regardé entre Michael et Derek, commençant à comprendre que ce n'était pas une confrontation ou une négociation. C'était quelque chose d'autre entièrement, quelque chose de définitif et irréversible. Voici ce qui va se passer, a déclaré Michael, s'installant dans sa chaise. Vous allez tous les deux apprendre exactement ce qu'il en coûte pour me trahir, et vous allez l'apprendre à la dure. Chapitre 8. Le prix de la trahison. Derek Morrison, a déclaré Michael, consultant des notes sur sa tablette comme un procureur qui lisait les accusations. Un toxicomane au chômage, un voleur, une escroc et un meurtrier. Il leva les yeux vers Derek, qui se débattait contre ses contraintes. Ai-je manqué quelque chose? Écoutez, mec, je sais que cela a l'air mauvais, mais ça a l'air mauvais parce que c'est mauvais. Michael interrompit. Vous avez séduit une femme mariée pour de l'argent. Vous l'avez convaincue de trahir son mari pendant qu'il était hospitalisé. Vous avez rassemblé des renseignements sur les actifs commerciaux que vous aviez prévu de voler. Et quand tout cela ne suffisait pas, vous avez commencé à vous demander de me faire tuer. Le visage de Dorerick était devenu pâle. Je n'ai jamais rien fait. Je viens de poser quelques questions quand j'étais désespéré. Je n'allais pas vraiment le faire. 63 000 $. Michael a dit, c'est ce que vous devez? Plus d'intérêts plus les frais de collecte plus les pénalités pour le paiement en retard. Vous voulez savoir quel est le total actuel? L'un des collectionneurs de dettes, un homme massif aux jointures marquées, a consulté son téléphone, 87 000% et le changement. Et Derek, a poursuivi Michael, depuis que je possède maintenant votre dette, je décide comment elle est collectée. La pratique standard dans ces situations est de commencer par les doigts, puis de passer à des parties du corps plus grandes jusqu'à ce que la dette soit satisfaite. Linda halta. Michael, tu ne peux pas. Je peux faire ce que je veux, dit Michael sans la regarder.
Derek a emprunté de l'argent à des personnes dangereuses et a promis de le rembourser. Quand il ne pouvait pas payer, il a tenté de résoudre le problème en planifiant mon meurtre. Alors maintenant, il peut faire face aux conséquences. Derrick hyperventilait. S'il vous plaît, mec, je vous rembourserai. Je vais trouver un emploi. Je vais travailler des quarts supplémentaires. Avec quelles compétences? Demanda Michael. Vous avez été licencié de votre dernier emploi pour avoir volé. Vous n'avez pas d'éducation, pas d'antécédents professionnels, pas de références qui ne sont pas criminelles ou fictives. Vous êtes un escroc d'âge moyen avec des dettes de jeu et une histoire de vol. Qui va exactement vous embaucher? Michael se leva et se dirigea vers Derek, s'accroupissant pour qu'il soit œil à l'œil. Mais je ne suis pas un homme déraisonnable. Je suis prêt à vous offrir un plan de paiement. Les yeux de Derek se sont allumés d'espoir désespéré. Oui, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? J'ai besoin que tu disparaisses, dit simplement Michael. Ce soir, pour toujours. Quittez la ville, changez votre nom, recommencez ailleurs et ne contactez plus jamais Linda ou personne dans cette ville. Faites cela et je considérerai la dette payée. Je peux le faire, a déclaré Derek rapidement. Je vais partir ce soir. Vous ne me reverrez plus jamais. Michael sourit, mais il n'a pas atteint ses yeux. Il y a une condition de plus. Avant de partir, vous allez dire exactement à Linda quel genre d'homme elle a détruit son mariage. Tout cela. Les mensonges, le vol, les plans criminels, tout. Derek regarda Linda, puis retournait Michael. Je ne comprends pas. Linda pense qu'elle est tombée amoureuse d'un homme d'affaires prospère qui lui a offert une vie meilleure, a expliqué Michael. Elle a besoin de comprendre qu'elle est en fait tombée amoureuse d'un criminel pathétique qui l'utilisait comme marque dans un jeu con. Alors, commencez à parler. Pendant les 20 prochaines minutes, Derek a avoué. Il a admis qu'il était au chômage depuis des mois avant de rencontrer Linda. Il a expliqué comment il la ciblait spécifiquement parce qu'il avait recherché les affaires de Michael et une nouvelle feuille d'accès à des actifs importants dans un divorce. Il a décrit sa dépendance au jeu, ses dettes croissantes et ses régimes de plus en plus désespérés pour résoudre ses problèmes financiers. Le pire a été son admission sur la planification du meurtre de Michael. Je n'allais pas le faire moi-même, a-t-il dit, comme si cela le rendait meilleur. J'allais juste embaucher des gars pour rendre l'accident de l'hôpital pire qu'il ne l'était. Il ne paraissait pas la vie. Les faiblesses et les exploite. Greyhound sortant de l'État. S'il est à nouveau vu dans cette ville, la dette est due en totalité. Alors que Derek était transporté sur ses pieds et traîna vers la porte, il rappelait désespérément, « Linda, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. » Mais Linda ne le regardait pas. Elle regardait le sol, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'elle avait perdu et pourquoi. Quand Derek était parti, Michael s'est assis dans sa chaise et a étudié sa femme, son ex-femme bientôt. Il a dit que nous parlions à propos de votre situation. À l'exception de la sangle de Linda. Veut ce dont notre famille avait besoin. À lui, son visage strait avec des larmes et du mascara. Michael, je sais que j'ai fait de terribles erreurs, mais peut-être. Il n'y a pas peut-être, il interrompit. Vous avez fait votre choix lorsque vous avez décidé que je ne valais pas des frais de stationnement. Vous l'avez refait lorsque. Vous avez dit à notre fille que nous étions plus heureux sans moi. Et vous en avez fait une troisième fois lorsque vous avez donné des informations Derek pour l'aider à voler tout ce que je travaillais. Michael se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue où ils avaient partagé tant de moments ordinaires. Amis apprenant à faire du vélo. Les matins de Noël, soir tranquille sur le porche. Tout cela avait l'impression que cela était arrivé à différentes personnes. Voulez-vous savoir quelle est la pire partie, a-t-il demandé sans se retourner. Ce n'est pas l'affaire. Ce n'est même pas le vol ou la trahison. C'est que vous l'avez fait pendant que j'étais impuissant. Vous avez attendu que j'étais brisé et que je saigne dans un lit d'hôpital, puis vous m'avez donné des coups de pied pendant que j'étais en panne. J'étais confus, a déclaré Linda désespérément. J'avais peur, si facile. Derek était un con qui vous a vu venir de la femme de Mile, a dit à se remettre à son avis. Choix, vous pouvez vivre avec des conséquences adultes. Michael a dit. Gain. Les meubles, les bijoux, les investissements, tout sont venus de l'entreprise que j'ai construite avant de vous rencontrer et que nous avons grandi pendant que nous nous marions. Mais j'étais ta femme. J'ai soutenu votre carrière. J'ai élevé notre fille.
Vous avez travaillé à temps partiel dans un cabinet dentaire et passé le reste de votre temps à faire du shopping et à vous plaindre de la façon dont votre vie était ennuyeuse. Michael a corrigé. Amy s'est élevée la plupart du temps parce que vous étiez trop occupé à poursuivre vos propres intérêts pour être une mère. Linda regarda les papiers. Ça ne peut pas être légal. Les épouses ont des droits dans un divorce. Je peux contester ceci. Avec quel avocat? Demanda Michael. Vous n'avez pas d'argent, pas d'actifs et pas de revenus. Vos comptes sont gelés, votre crédit est détruit et tout avocat que vous pourriez vous permettre ne serait pas beaucoup d'aide contre l'équipe juridique que j'ai déjà embauchée. Il s'est assis dans sa chaise, son expression comme des affaires. Mais je ne suis pas complètement sans cœur. Vous pouvez garder vos vêtements et biens personnels. J'ai organisé pour que vous receviez un paiement unique de $5 000, suffisamment pour louer un petit appartement et acheter des courses pendant quelques semaines pendant que vous découvrez comment vous soutenir. $5 000. Michael, nous nous sommes mariés depuis 20 ans, et pendant 19 de ces années, vous étiez une épouse et un partenaire décent. Le paiement reflète la seule bonne année que vous m'avez donnée, moins une année que vous avez passée à planifier pour me détruire. La voix de Michael est restée calme, presque douce. Je pense que c'est plus que juste, compte tenu des circonstances. Linda a regardé autour de la maison vide, la réalité de sa situation coulant enfin entièrement. Elle m'a dit que nous étions plus heureux sans moi. Elle a participé à se moquer de mon état et à célébrer mon absence. Elle a 18 ans maintenant, légalement adulte, donc elle peut prendre ses propres décisions concernant son avenir. Vous ne pouvez pas couper votre propre fille. Je ne la coupe pas, son fonds universitaire existe toujours, mais il est maintenant conditionnel à la démonstration de véritables remords pour ses actions et à un engagement à reconstruire notre relation. Si elle veut continuer à avoir un père, elle devra le gagner. Michael se leva et se dirigea vers la porte. Votre trajet sera là dans 10 minutes. Un taxi pour vous emmener dans une salle de motel que j'ai payée jusqu'à la fin de la semaine. Après cela, vous êtes seul. Michael, s'il vous plaît. Linda l'appelait. Je sais que je t'ai blessé, mais c'est trop. Vous détruisez toute ma vie sur une erreur. Il s'arrêta et se retourna vers elle. Une erreur, Linda. Vous avez passé des mois à planifier de me trahir. Vous vous êtes moqué de mes blessures pendant que je me battais pour récupérer. Tu m'as volé pendant que j'étais impuissant. Vous avez choisi un criminel sur l'homme qui avait passé 20 ans à vous aimer. Ce n'est pas une erreur. C'est une série de choix délibérés qui ont révélé qui vous êtes vraiment. Mais je t'aime, chuchota-t-elle. Michael l'a regardé pendant un long moment, et pendant un instant, Linda a vu un scintillement de l'homme qu'elle avait épousé. Gentil, patient, indulgent. Ensuite, il était parti. Non, dit-il tranquillement. Vous aimez ce que je pourrais vous fournir. Vous avez adoré la sécurité, le confort, le style de vie. Mais vous ne m'aimiez jamais parce que si vous l'avez fait, vous n'auriez jamais pu faire ce que vous avez fait. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Dorerick avait raison sur une chose. Vous méritiez mieux que ce que vous aviez. Vous méritiez un mari qui ne vous laisserait pas s'en tirer en le trahissant. Vous méritez des conséquences pour vos actions. Vous méritez d'apprendre que les choix comptent et que la trahison a un prix. Michael, ne fais pas ça. S'il vous plaît. Nous pouvons recommencer. Nous pouvons. Nous avons déjà recommencé. Il a dit il y a 3 semaines lorsque vous avez décidé que je ne valais pas des frais de stationnement. C'est juste la fin que vous avez écrite pour nous. La porte d'entrée s'est fermée derrière lui avec un clic doux, laissant Linda seule dans la maison vide qui avait autrefois été sa maison. À travers la fenêtre, elle a regardé Michael s'éloigner dans sa voiture de location, revenant probablement à la nouvelle vie qu'il construisait sans elle. Elle a baissé les yeux sur les papiers de divorce, au règlement de $5 000 qui représentait la fin de 20 ans, au choix qui avait semblé si raisonnable il y a quelques mois. Dorerick était parti. Son mariage était terminé. Sa fille était séparée. Et son avenir était une page vierge qu'elle devrait écrire de ses propres mains pour la première fois depuis des décennies. À l'extérieur, un taxi s'est arrêté dans l'allée, attendant de l'emmener dans une salle de motel, et tout ce qui est venu après. Linda a rassemblé les quelques effets personnels que Michael lui avait quittés et se dirigea vers la porte. Enfin, comprendre que certaines trahisons étaient trop profondes pour pardonner et que certains prix étaient trop élevés pour négocier. Michael Garrett lui avait appris une leçon sur les conséquences qu'elle porterait pour le reste de sa vie. Lorsque vous trahissez quelqu'un qui est impuissant,
vous feriez mieux d'espérer qu'ils ne retiennent jamais leur force. Épilogue. 6 mois plus tard, Michael Garrett a signé les journaux finalisant la vente de Garrett Logistics à un grand conglomérat de transport. Le prix de vente était suffisant pour prendre sa retraite confortablement. Bien qu'à 43 ans, la retraite n'était pas vraiment son plan. Il a utilisé une partie de l'argent pour démarrer une nouvelle entreprise, une société de conseil en sécurité qui a aidé les gens à protéger leurs actifs contre diverses menaces, y compris la menace de trahison par les plus proches d'eux. Son premier client était un entrepreneur à succès dont la femme avait posé des questions suspectes sur leur compte d'entreprise. Amy avait contacté 2 fois, les 2 fois demandant de l'argent pour l'université. Michael avait répondu à chaque fois avec le même message. Lorsque vous serez prêt à vous excuser pour ce que vous avez dit et allemand, nous parlerons de votre avenir. Jusqu'à présent, elle ne l'avait pas pris en charge. Linda avait trouvé du travail en tant que réceptionniste dans un petit bureau d'assurance, gagnant juste assez pour louer un studio et acheter des produits d'épicerie. Derek Morrison avait été repéré à Las Vegas 3 mois après avoir quitté la ville. Apparemment, après avoir trouvé de nouvelles notes pour exécuter contre. Michael s'était assuré que les nouvelles victimes de Derek savaient exactement à qui ils avaient affaire. Chaque matin, Michael s'est réveillé dans sa nouvelle maison, plus petit que l'ancien, mais entièrement le sien, et a ressenti la satisfaction d'un homme qui avait récupéré sa vie de personnes qui ont essayé de la voler. Il avait appris qu'être impitoyable ne parlait pas de la colère ou de la vengeance. Il s'agissait de vous respecter suffisamment pour exiger que les autres fassent de même. Et certaines leçons, Michael savait, valaient la peine d'être enseignées, peu importe ce qu'elles coûtent. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez sur l'écran et je vous verrai.